Derrière les meurtres de Riverview se cache Ronnie O'Neill, plus exactement Ronnie III. Cet homme a été accusé en 2018 d'avoir sauvagement tué sa petite amie Kenyatta, sa fille Ronnie Weah, et d'avoir essayé de tuer son fils Ronnie IV, alors âgé de 8 ans. Mais celui-ci a survécu. Cet homme de 30 ans pense que sa meilleure défense, c'est lui. Et donc, il décide de se représenter lui-même à son procès. You will see who is the mass murderers. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire le cas de Ronnie O'Neill. Je rentrerai dans les détails du drame de la nuit du 18 mars 2018 et j'expliquerai le point de vue de Ronnie et aussi le point de vue du procureur. Il y aura à la fin le verdict et ce que je pense. Dans l'État de Floride, à l'est des États-Unis, se trouve une ville qui s'appelle Riverview. Il y fait bon vivre et cet endroit est toujours ensoleillé. Cette ville est entourée de lacs. C'est le comté d'Hillsborough. Ronnie O'Neill est né le 27 juillet 1988. Il n'a pas eu l'occasion de rencontrer son père avant qu'il soit adulte. Son père avait de graves problèmes psychiatriques, il était atteint de troubles bipolaires et aussi de schizophrénie. Il a été élevé par son beau-père, Billy Smith, et il a aussi un frère qui s'appelle Alonzo Kelly. Apparemment, il vivait dans un foyer chaleureux et heureux, jusqu'à ce que Ronnie ait 5 ans. À ce moment-là, lui et son frère vont être agressés sexuellement par une connaissance de la famille. Ronnie sera extrêmement perturbé par cet acte traumatisant, mais en grandissant, les choses semblent s'apaiser. Il suit ses études à l'East Bay High School. Il fait partie aussi de l'équipe de football américain. C'est un athlète, il fait 1,80 m. Et en parallèle, Ronnie, qui souhaite intégrer l'armée après son diplôme, s'entraîne pour l'école d'officier. Après avoir obtenu son diplôme à la East Bay High School, il se présente au concours d'officier de la marine. Mais il échoue. Il fera plusieurs tentatives, mais il n'y arrivera pas. Il fera alors quelques boulots, mais surtout, avec un ami, il crée un groupe de rap. C'est un chanteur et un parolier. En même temps, il rencontre la belle Kenyatta Baron. Et ensemble, ils s'installent dans une petite maison dans la banlieue de Riverview. En 2009, naîtra la petite Ronnie Weah. Ses débuts dans la vie vont être très difficiles. Elle est diagnostiquée à sa naissance comme ayant une paralysie cérébrale. Elle sera mise sous respirateur à la naissance, mais quelques jours après, ils peuvent la ramener à la maison. En 2012 se joint à la famille le petit Ronnie, qui en fait s'appelle Ronnie IV, mais tout le monde l'appellera le petit Ronnie. Tout a l'air de bien se passer dans cette famille jusqu'en 2016. Ronnie a eu une affaire et est devenu père de sa maîtresse une 3e fois. Je ne sais pas si c'est Kenyatta qui l'a mis dehors ou si c'est lui qui est parti, mais il ira vivre chez sa maîtresse. Et quelques semaines après, un jour où il rentrait chez lui, il est victime d'une balle perdue. Il y a eu une fusillade et lui, il a pris une balle. Il sera hospitalisé, c'est extrêmement grave et pendant qu'il sera opéré, il va faire plusieurs arrêts cardiaques. Pendant qu'il est hospitalisé, Kenyatta viendra lui rendre visite souvent. Et quand il peut sortir de l'hôpital, c'est chez elle qu'il va revenir, près de ses 2 enfants. Kenyatta, dit Kéké, est une personne très gentille, très généreuse et elle a créé un foyer très agréable pour ses enfants. Sa fille, qui a maintenant 9 ans, a une chambre décorée comme si elle était une princesse. Elle ne peut pas parler à cause de son handicap, mais par contre, elle communique avec le langage des signes. Elle a un problème de mobilité, mais elle est autonome grâce à une chaise roulante. Sur le frigo de sa cuisine, elle a inscrit les mots qui représentent tout pour elle. L'amour, la paix et l'éducation. Elle étudie aussi en cours du soir pour être enseignante. Quand Ronnie arrive chez Kenyatta pour sa convalescence, l'ambiance va changer à la maison. Ronnie est devenu frustré, intolérant et en colère. Il en veut à tout le monde et il changera même de religion. Et même si Ronnie vit chez Kéké, ils ne sont pas ensemble. Ils sont juste colocataires. Elle est là pour l'aider. Et la mère de Kenyatta dira qu'elle a fait ça uniquement par gentillesse. Et n'oubliez pas que cette vidéo a pour but de discuter, de s'informer et de comprendre les faits. Tout part en éclats
le 18 mars 2018. Le répartiteur du 911 reçoit l'appel d'une femme inconnue et affolée. Elle les supplie de venir vite. What's the address of your I'm emergency? shot. Help me, please. What's your address? Please, What's your whoever address, shot me, help me, please. He shot me. Where? Et apparemment, elle s'excuse beaucoup avec une personne qui est dans la pièce avec elle. Et à un moment donné, elle va le nommer, c'est Ronnie. Ma'am, hello, ma'am. Le répartiteur entend des cris effroyables et la communication s'arrête. Quelques minutes après, alors que la police est en chemin, il y a un autre appel au 911. Et cette fois-ci, c'est Ronnie. Hey, I just been attacked by some white demons inside Kiki. Kiki, her name is Kiki, and she tried to kill me. What's the address? Huh? Try to attack you? Yes. She did. She tried to kill me. Quand la police arrive à l'adresse, la première chose qu'ils voient, c'est que devant la maison, il y a un corps. Le corps d'une femme inconsciente, allongée sur le ventre. Quand ils s'approchent, ils voient que sa tête est en sang et elle a un bras complètement disloqué. Les policiers s'accroupissent aussitôt autour de la femme et essayent de la réanimer. À ce moment-là, surgit un petit garçon. Il sort en courant de la maison. Cet enfant est en sang et il se tient le ventre. Le policier Mike Blair peut même voir qu'il a été brûlé. Quand Michael Blair voit ce pauvre enfant, il le prend dans ses bras pour l'amener vers les ambulanciers. Et là, le petit Ronnie lui dit dans un souffle « Mon père a tué maman ». Aussitôt que les ambulanciers voient ses blessures, ils le transportent à l'hôpital. Là-bas, il va être opéré en urgence. Il a reçu de multiples coups de couteau dans le ventre. Le petit Ronnie, 8 ans, s'est battu pour rester en vie. Car un feu semble s'être déclaré dans cette maison. 2 pompiers vont être les premiers à rentrer. Quand ils se retrouvent dans l'épaisse fumée à l'intérieur de la maison, Everything in the room was on fire, so clothes, walls, ceiling. Once again, visibility was limited, ils essayent de se diriger dans la chambre de Ronnie Veilla. and I realized that the floor was covered in blood. Et quand ils arrivent dans sa chambre, ils trouvent la petite fille allongée au sol. Elle a du sang partout. Un des pompiers va la prendre et de suite partir en courant et sortir de la maison. Hugged my other firefighter and cried, to be honest with you. Ronnie Veilla est décédé. À ce moment, la porte du garage s'ouvre. Un homme avec un t-shirt blanc, plein de sang, sort tranquillement et part à l'opposé des policiers. Il l'interpelle. Il lui intime l'ordre de s'arrêter. Mais il continue à marcher et fait comme s'il n'entendait pas. Ronnie essaye de s'échapper et pour l'en empêcher, les policiers vont être obligés de le taser. Ils arriveront enfin à le mettre à l'arrière de la voiture de police où là il criera que Kenyatta était le diable et que ses 2 enfants étaient les enfants du diable. Il sera incarcéré dans la prison du comté de Hillsborough. Ronnie O'Neill sera accusé du meurtre au 1er degré sur Kenyatta et sur Ronnie Veilla. Il aura aussi la tentative de meurtre sur le petit Ronnie. Car le petit bonhomme, il s'en est sorti. Il a été opéré plusieurs fois au niveau digestif, mais au bout de quelques mois, il va bien. En 2019, Ronnie O'Neill perd les droits parentaux sur son fils. Et Mike Blair, le policier qui l'avait secouru, est venu tous les jours le voir à l'hôpital. Au moment de sa sortie, aucune personne de sa famille ne peut le recevoir pour sa convalescence. Alors le policier, Mike Blair, décide de le prendre chez lui. Quelques mois après, il décidera avec son consentement et le consentement de la famille de Kenyatta de l'adopter. Le policier Mike Blair dira que, avec tout ce que cet enfant avait vécu, il ne supportait pas l'idée qu'il puisse souffrir à nouveau. Le petit Ronnie deviendra le 7e enfant de la famille Blair. Après son arrestation, Ronnie O'Neill sera lui incarcéré en psychiatrie. Il va y rester plus de 1 an et demi et après il ira en prison. Il apprendra qu'il est admissible à la peine de mort, mais pour lui, il est innocent. Avec ses avocats, ils sont en désaccord. Lui, il souhaite plaider la légitime défense, mais son équipe d'avocats lui dit que ça ne peut pas s'appliquer dans son cas. Frustré, il décide de se représenter tout seul à son procès. Le juge
Michel Cisco, qui est responsable de ce dossier, expliquera à Ronnie que c'est très difficile de se représenter soi-même. Et en plus, ça peut être extrêmement dangereux. Il fait face à la peine de mort quand même. Mais il insiste. Il passe donc tous les tests nécessaires pour avoir l'autorisation de se représenter. Ce sont des tests sur l'état psychologique et aussi l'intelligence de la personne qui veut se représenter. Et il réussit. Il réussit tous les tests. Donc en juin 2021, quand commence son procès, c'est lui qui est son propre avocat. Et Ronnie, il est prêt à faire entendre sa voix. Le juge Michel Cisco, qui donc présidera ce procès, est extrêmement stressé. Car un accusé qui se défend comme ça peut vite déraper et les conséquences peuvent être catastrophiques. Parce que dans ce procès, le témoin principal, c'est le petit Ronnie, qui avait 8 ans à l'époque et qui en a 11 maintenant. C'est un petit bout de chou encore, qui va être interrogé par son père. Ronnie O'Neill, malgré son côté très théâtral, fera très bien comprendre ses points. Et il argumentera extrêmement bien. Et pour commencer, il annonce que la police a manipulé et fabriqué des preuves contre lui. La police et le procureur voulaient qu'il soit arrêté. Il a été tout simplement piégé. Selon lui, les faits ce soir-là sont extrêmement simples. Kenyatta, prise d'une folie, s'est jetée sur la petite Ronnie Villa et l'a poignardée à l'aide d'une petite hachette. Quand il a vu ça, il est allé chercher son arme à feu, une sorte de carabine. Et il lui a tiré dessus. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Elle s'est jetée après sur le petit Ronnie et elle l'a poignardé dans le ventre. Il a essayé de s'interposer, mais elle s'est retournée contre lui et a commencé à le frapper. Elle a commencé à l'attaquer. Alors là, il lui a frappé sur la tête avec son arme. Kenyatta est décédée d'une hémorragie cérébrale. On sait qu'elle a eu plus de 15 coups violents portés à la tête et au visage. Elle a reçu aussi une balle dans le coude qui lui a disloqué complètement le bras. Et donc pour lui, s'il l'a frappée, c'était pour se défendre. Elle l'attaquait et elle venait de tuer ses 2 enfants. Après l'avoir frappée avec son arme, il a appelé le 911. Là, il dit aux jurés que la police essaye de cacher cet appel au 911, sauf qu'on l'a entendu. Il finira son élocution avec force et beaucoup de bruit pour dire qu'il est innocent. Il dit bien qu'il a tué Kenyatta, et c'est tout. I did kill Kenyatta Barron. But I want you to tell it like it is. Pour l'accusation, c'est tout simple. Ronnie est un tueur de sang-froid. Il a essayé de tuer toute sa famille parce qu'il n'a pas pu contrôler un excès de rage. Il n'y a pas de preuves matérielles parce que ça a été brûlé par le feu, mais il y a énormément de preuves circonstancielles. Les derniers mois, avant le drame, Kenyatta avait appelé plusieurs fois le 911 pour signaler des comportements violents de la part de Ronnie. Ils ont aussi l'appel du 911 de Kenyatta qui n'avait pas l'air d'être folle à ce moment-là. Et puis, à un moment donné, ils font appel à leur petit atout. Quand il est interrogé, il n'est pas dans la salle du tribunal. Il est dans une pièce à côté. Il y a une caméra qui le filme, mais pas en entier. Et lui, il voit tout ce qui se passe. Il n'est pas tout seul, il est accompagné par sa mère adoptive et par son avocate. Just answer yes, no, or I don't know. La juge Michel Cisco lui rappelle aux 5 minutes que s'il ne veut pas répondre, il le peut. Elle a peur pour lui et dans l'enceinte du tribunal, tout le monde est stressé. Mais cet enfant très courageux répondra à toutes les questions et quand il ne saura pas, il le dira. Il racontera sur la demande du procureur ce qui s'est passé cette nuit-là. I just saw my dad holding a shotgun and my mom like. Alors qu'il dormait, il a été réveillé par le bruit de ses parents qui se disputaient. Il est sorti du lit et il est allé voir dans la chambre de ses parents. Quand sa mère l'a vu, elle lui a dit de retourner vite dans sa chambre, mais il a pu apercevoir que son père, Ronnie, avait une arme dans les mains. Le petit Ronnie retourne dans sa chambre, mais il regarde par l'entrebâillement de la porte ce qu'il se passe. Et à un moment donné, il voit sa mère passer en courant et se réfugier dans la chambre de Ronnie Villa. Elle se met dans le placard. Quelques secondes après, son père la suit.
Et le petit Ronnie dira qu'il a entendu du bruit et des cris, jusqu'à ce que sa mère sorte en courant de la chambre. Son père la poursuit. Et quand le silence est complet, au bout d'un certain moment, il ouvre sa porte et commence à marcher dans le couloir. Là, il voit son père qui est en train de mettre le feu dans la chambre de sa sœur qui est allongée au sol. Et là, son père se jette sur lui. Il tombe au sol et son père se met à le poignarder. Il ne sait pas vraiment ce qui se passe, mais il va voir sur le plafond des lumières clignoter. Et là, il comprend que c'est la police. Son père s'en va et en se tenant le ventre, le petit Ronnie va faire un dernier effort pour courir vers la police. Au moment du contre-interrogatoire, la tension est extrême dans ce tribunal. Certes, le petit Ronnie est extrêmement courageux, mais c'est quand même son père qui est face à lui. How you doing? Good. It's good to see you, man. Good to see you too. On voit aussi que la juge est très attentive à ce que dit Ronnie et est prête à lui sauter dessus au moindre dérapage. Ronnie essaiera de faire dire à son fils des événements qu'il n'aurait pas pu voir de sa chambre. Mais le petit ne tombera pas dans le panneau. Il évitera tous les pièges de son père. Il ne dira que ce qu'il a vu ou entendu. Et quand son père lui demandera s'il lui a fait quelque chose cette nuit-là, le petit Ronnie répondra clairement à son père. Did I hurt you that night of this incident? Yes. I did. And how did I hurt you? You stabbed me. Le petit Ronnie aura été extrêmement courageux pour une deuxième fois dans sa vie. À la fin du procès, les délibérations ne dureront que 4h15, ce qui est extrêmement rapide aux États-Unis. Les jurés ne doivent délibérer que sur la culpabilité. La sentence ne se définit pas lors d'un procès, mais lors d'une audience qui se fera quelques semaines après. Et Ronnie n'aura aucune réaction quand il entendra qu'il est coupable de tous les chefs d'inculpation. Il est reconnu coupable d'avoir tué Kenyatta, d'avoir tué sa fille Ronnie Weah et d'avoir essayé de tuer son fils, le petit Ronnie. Après ça, quand le jury s'en va, la juge lui dira qu'il aurait pu être un très bon avocat, ce qui a fait énormément plaisir à Ronnie. Mais elle lui conseille que pour l'audience de la sentence, qu'il prenne un avocat. Parce que là, c'est très important. C'est une question de vie ou de mort. Et lors de l'audience de la sentence, tout le monde sait donc qu'il est reconnu coupable, on ne revient pas là-dessus. Ce sont en fait les familles des victimes, les amis, les policiers qui ont travaillé sur l'enquête, qui viennent dire ce qu'ils pensent du coupable. Le condamné aussi peut parler pendant cette audience et il peut demander aussi à sa famille de venir pour plaider pour lui. I am not sorry for something I didn't do, and I am not sorry for the things I did do. Ronnie n'aura pas la peine capitale, mais il aura 3 sentences à vie. Une sentence à vie aux États-Unis, c'est 90 ans. Ça peut paraître fou, mais avec les remises de peine, on sait qu'ils ont des chances de sortir entre 15 et 25 ans après leur incarcération. Et c'est pour ça qu'en Floride, on cumule les peines. Donc lui, il a 3 peines de 90 ans. C'est sûr que lui, il ne ressortira pas. Alors, que pensez-vous de se défendre soi-même? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Malgré le fait qu'il ait crié, parlé fort et qu'il ait fait son show, en fait, il s'en est très bien sorti. Il a fait comprendre tous ses points. Mais ce n'est pas le cas de tous. Et d'ailleurs, si cela vous intéresse, dites-moi-le et je pourrai traiter un autre accusé qui a essayé de se défendre. Puis il y a une autre question aussi. Pensez-vous que Ronnie ait des troubles mentaux? Ben, moi je pense que oui. Mais il a des troubles mentaux comme tout le monde en fait. Parce qu'il voit très bien la différence entre le bien et le mal. Et ça s'est vu lors du procès. Il savait se sortir de situations embarrassantes en utilisant les mots adéquats. Il utilisait aisément la manipulation. On est loin de quelqu'un qui est en plein délire ou en pleine hallucination. Et surtout, il n'a eu aucune honte à mettre la faute sur Kenyatta. Et pour moi, ça veut dire qu'il est très lucide. Il est loin de la maladie mentale. Et il ne faut pas oublier ce qu'Abraham Lincoln a dit, c'est que la personne qui se représente elle-même a un fou
comme client. Mais surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager beaucoup d'amour dans la journée. À plus tard, un mercredi. This is the worst case I have ever seen as far as the facts go. Any person with any feeling could have witnessed or seen the photos of what occurred that night and not be haunted for the rest of your life.